Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur les sciences industrielles. Le thème de cette vidéo, c'est les machines tournantes alimentées en alternatif. Et je vais continuer à parler de la machine synchrone. On abordera le modèle électrique d'une phase de la machine et on fera aussi un rapide bilan de puissance de la machine. Concernant le modèle électrique d'une phase, on va s'appuyer sur déjà la constitution de la machine. Et puis voilà, il y a un modèle qui existe et qui est très utilisé pour cette machine. Pour rappel, le rotor est majoritairement, je vais faire en tout cas le modèle pour ce type de machine-là, majoritairement composé d'aimants permanents. Et donc il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas beaucoup d'éléments caractéristiques du rotor qui vont intervenir dans le modèle. Forcément, hein, le flux et le champ magnétique créé par le rotor va avoir une incidence dans les grandeurs, mais il n'apparaît pas directement dans le modèle. Si on reprend la composition du stator, donc on avait vu qu'il y avait des demi-bobines, enfin qu'il y avait des bobinages répartis dans le fer sur la périphérie du moteur. Et donc, basiquement, hein, ce modèle, le modèle d'une phase, va être composé d'une résistance et d'une inductance. La résistance modélise la résistance du fil et l'inductance propre du circuit. Et puis, un peu comme pour la machine à courant continu, hein, de toute façon, cette machine synchrone est très proche de la machine à courant continu, eh bien, il va y avoir l'interaction donc de ces bobinages, hein, les bobinages du stator, lorsque le rotor est en train de tourner, eh bien, ces bobinages vont intercepter le champ magnétique créé par le rotor, et donc ça va créer donc une force électromotrice au niveau des bobinages du stator. Petit e. Alors ici, on reconnaît tout de suite le modèle électrique de l'induit d'une machine à courant continu. Donc oui, en effet. Mais il y a quand même une grande différence ici. C'est que si on regarde les grandeurs électriques donc d'alimentation et interne à la machine, en fait, les grandeurs, elles vont être alternatives sinusoïdales. Donc ça veut dire que on va pouvoir aussi travailler dans le domaine des complexes, d'accord, ce qui n'était pas le cas pour la machine à courant continu. Hein, dans la machine à courant continu, soit les grandeurs en régime permanent étaient constantes, et puis dans le régime transitoire, elles étaient plus ou moins quelconques. Là, cette fois, si on considère en régime permanent la machine synchrone, eh bien toutes les grandeurs vont être alternatives sinusoïdales. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser donc les impédances complexes et puis les notations complexes pour toutes les grandeurs de ce circuit. Ce modèle d'une phase, c'est celui de monsieur Ben Eschenbourg. Donc, alors l'orthographe est toujours un peu particulier. Donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà, Ben Eschenbourg. Donc c'est un modèle qui est très utilisé et qui marche très très bien pour la machine synchrone. Alors on va pouvoir utiliser ce modèle de différentes manières, mais souvent ce qu'on peut retrouver dans certains exercices, c'est une application des diagrammes de Fresnel avec donc ce modèle. Donc ici en régime permanent, hein, si on prend le E qui va être égal à grand E racine de 2 sinus oméga t plus phi E. Alors en fait, le oméga qui est ici, hein, ça va bien être égal à P fois grand oméga S. Hein. Donc il y a bien un rapport entre la pulsation de la FEM induite dans les bobinages avec la vitesse de rotation du rotor et le nombre de paires de pôles. Et donc autre caractéristique, donc, la valeur efficace de cette FEM, eh bien, dans le cas d'une machine à aimant permanent, hein, elle va être proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor. Plus le rotor tourne vite, plus les lignes de champ vont varier rapidement dans les inductances, dans les bobinages pardon, du stator, et donc plus cette EFEM va avoir une amplitude importante. Alors forcément, hein, cette relation, elle est valable dans le cas où il n'y a pas de saturation. À partir du moment où on aura des saturations magnétiques dans le fer de la machine, cette relation ne sera plus valable. Mais bon, on essaye toujours de faire fonctionner notre machine synchrone dans la limite de la saturation. On ne fait pas saturer le fer de la machine. Alors ce qu'on peut rencontrer comme
comme calcul ou comme application directe de ce modèle, eh bien, c'est le diagramme de Fresnel. Il se prête tout à fait à la résolution graphique de petits problèmes ou de recherche de valeurs dans ce modèle. Donc, par exemple, si on utilisait le modèle tel qu'il est représenté ici, hein, alors en convention, ici j'ai pris une convention moteur, hein, puisque le courant qui rentre dans la machine est opposé au fléchage de la tension à ces bornes. Donc voilà, ça se prête bien à l'utilisation quand la machine est en moteur. Forcément, quand la machine fonctionne en génératrice, comme dans une éolienne, on va plutôt avoir tendance à mettre le courant dans l'autre sens pour que, voilà, en termes de puissance, ça se passe bien, mais ça va juste changer quelques grandeurs dans le tracé, quelques sens de flèche dans le tracé, mais c'est pas, ça ne changera pas l'intégralité du raisonnement. Donc ici, en mode moteur, ce que nous, on peut essayer de récupérer, c'est de se dire, bon bah voilà, moi je peux mesurer la tension en sortie de la machine, je peux mesurer le courant qui sort de la machine, je connais les caractéristiques électriques de la machine, le R et le ZL, et puis j'aimerais récupérer en fait les grandeurs caractéristiques de E. Donc on va utiliser donc la loi d'Ohm qui me dit que V va être égal à E plus R I complexe plus ZL I. Alors le ZL, hein, on est d'accord, hein, ce qui se cache derrière ça, hein, c'est un JL oméga. Et donc si on essaye de tracer un petit peu ça, alors si moi je connais V et que je connais I, ça veut dire que je connais aussi le déphasage qui existe entre les deux. Donc dans un diagramme de Fresnel, je vais tracer donc l'origine ici, le sens de rotation ici. Donc je vais tracer par convention ou par facilité, on va dire, le vecteur V à l'origine des phases, comme ça. Et je vais tracer I, donc avec le déphasage qui s'impose entre les deux. Voilà. Donc ici, c'est bien le déphasage qu'il va y avoir entre la tension de sortie de la machine et le courant qui est consommé, enfin, qui est ici, oui, consommé par la machine. Et donc pour trouver E, eh bien, il faut faire V moins RI moins ZLIL. Donc le RI va être collinaire à I. Et comme je fais moins RI, eh bien, on va avoir quelque chose qui va être par là. RI va être par là. Et puis le terme ZL, donc c'est un JL oméga. Donc ce terme, il va être à 45 degrés, à 90 degrés pardon, de I. Donc il va être collinaire à cette direction-là. Et puis le sens donc, de JL oméga, il va monter ici dans ce sens vers le haut là. Donc le JL oméga, si je le retranche, donc ça c'est moins RI, pardon. Et donc là, si je retranche, ça va faire moins JL oméga I, ça va être ça. Et donc concrètement, ça me donne quoi ça? Eh bien, ça me permet de récupérer l'AFEM-E qui va être ici en fait. Donc E, voilà, il est ici. Et donc voilà, alors on pourrait le faire avec les complexes, hein, bien entendu, mais là voilà, c'était une application possible des diagrammes de Fresnel, donc j'en ai profité. Au niveau du bilan de puissance, c'est très similaire à la machine à courant continu, hein. Donc je me mets en régime permanent en moteur. Donc la puissance absorbée qui va être égale à 3 fois la valeur moyenne de V fois I. Alors oui, 3 fois. Alors ça c'est intéressant. Pourquoi 3 fois? Parce que ici c'est le modèle électrique d'une phase. Voilà, dans le cas où on est en équilibré, que tout se passe bien, etc. Chaque phase va consommer la même puissance. Et donc dans la puissance absorbée, il ne faut pas oublier, de remettre le 3 fois. Et donc voilà, hein, ça, on peut aussi l'écrire UI racine de 3 cos phi. Je vous invite à revoir le triphasé pour retrouver ça. U étant la valeur efficace des tensions composées du réseau triphasé. Donc ça, c'est la puissance qui alimente ce modèle, hein, ce modèle électrique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme perte, comme première perte? Les pertes qui vont être liées à la résistance du fil. Donc ce sont les pertes joules. Donc ici, on va retrouver les pertes joules qui vont être égales à 3 fois R grand I carré. Et la puissance qui nous reste, donc la puissance active consommée par l'inductance va être nulle. Et donc là, toute la puissance qui nous reste, c'est celle qui est consommée par la FEM pour créer en fait un peu de couple. Et donc on va retrouver ici la puissance électromagnétique qui sera égale à grand E, alors 3 fois E fois I en valeur moyenne.
Ça va aussi être égal à couple électromagnétique fois oméga S. Et donc ça y est, on a créé un couple et on entraîne en rotation le rotor. Et puis ben, qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, il va nous rester uniquement des pertes. Alors un peu comme la machine à courant continu, hein, des pertes mécaniques plus des pertes fer, voilà, qui peuvent être modélisées ensemble. On n'a pas de modèle exact avec une expression, mais voilà. Et on retrouve ici donc la puissance utile qui va être égale au couple utile fois oméga S de la machine. Et voilà, c'est terminé pour cette courte vidéo qui finalise mes vidéos sur les machines synchrones. La prochaine vidéo portera sur les machines asynchrones. Je vous dis à bientôt.